Voilà, on a eu vraiment la vue côté pilote. On va focaliser un peu maintenant sur la machine, justement, avec point fixe. C'est tout de suite. Alors Frédéric, c'est à toi. Le Rafale, il y a de l'actualité autour de ce magnifique avion. L'armée de l'air française a annoncé il y a quelques jours une commande de 42 machines, c'est bien ça ? Pas du tout. Et ben voilà. Non, Et pourtant, on a répété. Hein. C'est pas l'armée de l'air qui l'a annoncé. C'est pas l'armée de l'air qui annonce ce genre de choses. Et puis, c'est pas une commande encore. C'est une prévision. J'ai amené mes anti-sèches parce que le Rafale, c'était quand même simple au début du programme, quand il n'y avait pas d'exportation et que les commandes se faisaient au compte-gouttes. Là, ça devient un petit peu, même très compliqué à suivre, entre les commandes françaises, les reports, les annulations, les compensations et puis les commandes export. Et là-dessus, tu rajoutes une couche d'industrialisation et des cadences qui bougent dans tous les sens, quoi. Donc voilà, j'ai mes anti-sèches. Alors les 42, de quoi il s'agit ? Non, les 40, pardon. Alors, 40 ou 42 ? Déjà, j'ai un doute. 42. Bon, on va contacter... Oui. Les 42. Non, les 42. Les 42, parce que je parle de 40, parce qu'avant les 42, il y a une commande de 40 qui va arriver, enfin, des avions qui sont déjà commandés et qui vont être construits et qui vont commencer à être livrés l'an prochain. Mais effectivement, il y a cette précommande de 42 avions qui a été annoncée, donc c'est 30 pour la France. C'est une précommande, c'est important quand même. C'est pas une précommande, c'est une... le moment, une intention, oui, c'est dans le tuyau, quoi. Mais la commande sera formalisée. C'est un projet de loi des finances, ça s'intègre dans la loi des finances. Oui, voilà. Si c'est un projet, ouais. Tes notes. Oui. Avec mes lunettes. On parlait de lunettes tout à l'heure. Et donc, oui, donc ce sont 30 avions, c'est la fameuse tranche 5 qui va arriver. 30 avions auxquels s'ajoutent les 12 avions qui ont été vendus aux Croates. 12 avions d'occasion qui ont été pris à l'armée de l'air pour être vendus aux Croates et qui seront donc remplacés par des avions neufs. Et tous ces avions donc, seront au standard F4. Alors on va en parler après du F4. On va pas trop vite quand même, Frédéric. Là, attends, là je suis perdu là. Je sors les AF. Il y en a pas sur le Rafale d'ailleurs. Ça fait quand même une centaine d'avions pour l'armée de l'air. Et moi je trouve que c'est quand même pas beaucoup. 82. Alors aujourd'hui, on voit que c'est pas toi qui les paye. Hein. Aujourd'hui, l'armée de l'air, elle en a un peu plus de 106 je crois, a priori. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup. 20 ans après le premier vol, et encore le Rafale, c'est encore plus vieux. 36 ans. 36 ans après le premier vol du Rafale, oui. Et ben non, c'est pas énorme. D'autant qu'on enlève là-dessus, à l'instant T, on enlève des avions qui sont en maintenance. On enlève des avions qui servent au soutien des exportations. On enlève des avions qui sont préservés pour la force de dissuasion nucléaire. Et puis, in fine, disponibles pour faire la guerre, ça en fait quelques dizaines, quoi. Donc, est-ce que on peut dire que l'exportation du Rafale, c'est grâce à ça que les chaînes tournent Oui, ça, c'est un autre sujet, bien sûr. Heureusement, je crois que c'est en 2018, justement, l'armée de l'air, la France, a cessé ses achats de Rafale parce qu'il n'y avait plus de sous dans les caisses. Et donc, on a tout misé sur l'exportation pour faire tourner les chaînes. C'est ce qui s'est bien passé, heureusement. Plusieurs contrats export ont été signés. Là, il me faudrait une autre anti-sèche pour les lister. Mais voilà, ce qui a permis de faire le lien entre les dernières commandes de la tranche 4 et puis la production qui va recommencer au profit de la France l'année prochaine. Voilà, en fait, on peut pas se plaindre quand même. Ça marche. Le Rafale est un avion maintenant populaire au-delà de nos frontières sur le plan économique. C'est déjà un avion très populaire. Est-ce que je me suis plaint ? Non, faut pas se plaindre, au contraire, faut être ravi. Moi, je me souviens d'un titre de Libération qui était très drôle, comme d'habitude, il y a quelques années, qui disait le Rafale, l'avion le plus moins vendu, ou enfin quelque chose comme ça, quoi. C'était assez bien tourné. Et puis je me souviens aussi d'un titre de l'Express qui avait fait du bruit à l'époque, c'est le Rafale gouffre à milliards. C'était dans les années 90. Bon, ben voilà, on est sorti de... En 2022, ça va mieux quand même. On est sorti de cette époque-là. Effectivement, le Rafale a été vendu à, je crois, près de 300 exemplaires à l'export. 286 a priori, si je ne me trompe pas. Et ça, je ne sais pas, Frédéric, je sais pas. Mais tu devrais savoir, c'est toi le chef, là. Et voilà, donc effectivement, alors ça marche bien pour Dassault, ça marche bien aussi pour toute l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe Rafale, Thales qui fait l'électronique, et ça marche très très bien pour MBDA qui fait tout ce qu'on accroche sous les ailes. Missile armement, ouais.
Marty, toi, tu as travaillé, tu vas retravailler pour Dassault Aviation. Donc c'est en lien un peu aussi avec l'export. Tu vas aller faire de la formation de pilote, c'est ça? Tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, j'ai eu un contrat pour former et travailler pour les Rafales indiens. Et là, je vais former très certainement les Croates l'année prochaine. Voilà. Donc pour moi, ça me permet de continuer de transmettre ce que j'ai pu apprendre sur l'avion, continuer du coup à voler sur cette belle machine et travailler pour une entreprise qui est absolument fabuleuse, Dassault Aviation, que j'ai appris à connaître au fur et à mesure de mes années en tant que pilote dans l'armée de l'air, mais les connaître un peu mieux en travaillant de manière conjointe avec des ingénieurs que j'ai trouvé absolument incroyables. Très très bon. On remercie d'ailleurs Dassault Aviation pour cette magnifique maquette qui est sur notre plateau. C'est un Rafale B. Voilà, superbe. Merci. Et merci aussi à tous ceux qui sont très attentifs sur le chat. Alors, on a des informations. Tiens, Antoine, tu nous fais un petit résumé là. Un petit récap du chat. Ouais. Allez, Franck May qui dit... Ouais, bon, je l'ai aussi sur... Je l'ai sur iPad aussi. 86, le Rafale A, ne me rassure pas pour le coup de vieux, c'est cadeau. Le Rafale, l'avion le plus, entre guillemets, presque vendu au monde. Voilà. 2015, dans Libération. Ouais. C'est ça, ouais. Le 12 février 2015. Ouais. Safran pour M88. Alors, je sais pas si je cherche. Oui, c'était pour les, je pense que les différentes industries. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le Rafale, c'est aussi 400 PME qui fournissent des éléments. La supply chain du Rafale. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas rien. Ouais. Safran, le M88, le train d'atterrissage aussi. Ouais. Safran, ils sont un peu partout. Oui. Et oui, Safran est partout. Combien de clients export? Ouais. Quel pays dans les tuyaux? Alors ça, quel pays dans les tuyaux? Ouais, juste, je reviens en 2 mots sur elle est intéressante cette citation de Libération là, en 2015, parce qu'on voit qu'en 7 ans, quand même, on est passé totalement, on a changé de dimension, quoi. 2015, c'était le désert des Tartares, et aujourd'hui, on a les chaînes qui sont pleines jusqu'en minimum 2030. Avec des cadences, on était à cadence 1, c'est-à-dire un avion par mois pendant 11 mois, donc on était à 10-11 avions par an. On est aujourd'hui à cadence 2 pour répondre aux besoins export, et Dassault ne s'interdit pas de passer à cadence 3 s'il le faut. Il faut dire que le Rafale, c'est un avion qui évolue, et on travaille actuellement sur il me fait rire, sur la version... Je te remercie. C'est parce que je te ressemble. Je sais pas pourquoi. Excusez-nous. Frédéric me fait rire aujourd'hui. Pas toujours d'ailleurs. Alors, on travaille actuellement. Je comprends. Ouais. On travaille actuellement sur la version F4. Ouais. À ne pas confondre avec le F4 Fantôme. Alors, c'était facile. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que le F4, Frédéric? Il y a une 4L F4 aussi. Je crois que c'était la camionnette. Ouais. On va partir du début, si tu veux bien. Oui. Tu te calmes un petit peu? Vas-y. Le Rafale est entré en service dans l'armée de l'air, il est au standard F2. Alors il est entré en service auparavant dans la marine au standard F1, c'était un petit peu la bataille d'Angleterre, hein. C'était du combat à vue pratiquement. F2 très vite avec une capacité air-sol. F3 avec une capacité complète air-sol, air-air nucléaire aussi. Et aujourd'hui on est dans des itérations du standard F3, on est au standard F3R. Après le F3R, on passe au standard F4 qui va apporter plusieurs choses. Au niveau des capteurs, là je vois que Marty me regarde intensément, donc je fais gaffe. Ouais. Au niveau des capteurs, au niveau des armements, des évolutions du radar, et un truc très intéressant que tout le monde attendait depuis longtemps, Marty, le viseur de casque. Le viseur de casque, oui, absolument. Ouais. Et alors c'est vrai que c'est un petit peu triste parce qu'on peut se demander pourquoi on a attendu 20 ans pour l'avoir, cet équipement, alors qu'il semble parfois dans certaines configurations assez essentiel. C'est un truc qui était déjà en service depuis très longtemps en Afrique du Sud sur les Mirage F1, qui a été monté sur pas mal d'avions américains. Et le viseur de casque, c'est assez bluffant. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'essayer. J'étais dans la semaine chez Thales, et je dis bonjour à Thales. J'ai plus salut Thales. Le clin d'œil. Voilà. Et non, c'est un outil extraordinaire, surtout dans la version qui est proposée actuellement pour l'armée de l'air, enfin pour les forces françaises, parce que le standard F3R qui est exporté au Qatar utilise déjà un viseur de casque, mais qui est d'origine étrangère, c'est un autre fournisseur.
C'est similaire au Tigre, non? On a parlé Pas du tout, rien à voir. Là, on parle d'un monoculaire qui est devant l'œil droit du pilote, qui est fixé au casque, avec les calculateurs derrière. Alors, tiens, en parlant du Tigre, pour donner un ordre d'idée à peu près, le Tigre et la NH90, c'est ce qu'on appelle ce sont les casques Topol, avec une projection sur la visière. Le calculateur, on me l'a montré chez Thales, c'est un truc qui est de la taille d'une grosse boîte à chaussures. Le calculateur du viseur Scorpion, du viseur de casque Scorpion de Thales, aujourd'hui, c'est la taille, j'allais dire, d'un saucisson, quoi. D'accord. Tu aimes le saucisson? Oui, j'adore. Voilà, c'est la taille d'un saucisson. Donc ça donne déjà, en l'espace de 20 ans, l'évolution du matériel. Il faut le voir comme une espèce d'écran de télévision qui est collimaté à l'infini devant l'œil, qui n'est absolument pas intrusif, sur lequel on projette des informations de pilotage, des informations de visée et surtout des informations de capteur. On peut afficher les images de la nacelle, on peut regarder le sol, enfin. Et c'est en couleur en plus. Tu as testé ça? Non. J'ai testé un viseur de casque, mais pas celui-ci, pas en couleur en tout cas. On t'a vendu des saucisses, Marty? Peut-être, parlant de saucissons. Il y a surtout, sur un avion de combat, la différence d'un hélicoptère, c'est le poids. Et sous facteur de charge, il faut pouvoir tourner la tête pour continuer à se battre. Et si on rajoute une boîte à chaussures sur le casque, ça ne marchera pas. Alors, je parlais du calculateur qui est derrière. Dans la soute. Mais malgré tout, bien sûr. J'aimerais pas rentrer dans un avion de combat avec le casque du Tigre. Bien sûr. Et c'est une aide à la désignation, c'est une aide à se faire une situation autour de l'avion par affichage dans ce petit collimateur. Et du coup, on n'est plus restreint à regarder dans sa tête haute pour désigner quelque chose. On peut tourner la tête, pointer son regard vers le sol, dire « je veux mon capteur, mon Talios sur ce point au sol » et y pointer les armements. Voilà. Donc c'est quelque chose de fabuleux. Plutôt que de tourner l'avion pour aller pointer, là on tourne la tête et c'est quasi immédiat. Et puis il y a une connexion sur les biplaces entre place avant, place arrière pour dire « moi je regarde ça, regarde où je regarde » à la place arrière et sans même communiquer, on voit où l'autre membre d'équipage a son œil. C'est assez bluffant, c'est efficace, c'est l'intégration du système que j'ai vu, et je pense que ce sera pareil, est vraiment bien faite. On récupère les informations aux mêmes endroits par rapport à la tête haute. Donc, très beau boulot. On a une question par rapport, vas-y. Ouais. Et du coup, le HUD est enlevé sur la version F4? Absolument pas. Du tout. Bon, voilà. Absolument pas. Alors, je ne sais pas comment tu l'as testé, mais le principe, c'est que dès qu'on sort la tête de la cabine, l'œilleton se met en œuvre. Et ça reprend le relais, quoi. Et puis, il y a une espèce de masque du cockpit. Quand on ramène la tête à l'intérieur, l'œilleton s'éteint, se met en veille en quelque sorte, et on récupère tous les écrans standards de l'avion. Et donc, on peut faire ces transitions en tournant la tête de telle sorte à avoir une continuité de la piste qu'on suit en défense aérienne, par exemple. Quand avant, il fallait tourner son avion pour dépointer et voir où se situait l'ennemi, eh bien là, on a juste à tourner la tête et on le voit. Donc l'acquisition du contact visuel pour débuter un combat rapproché est grandement améliorée. J'imagine que toutes ces évolutions ont un impact sur la formation des pilotes, non? Après, on se retrouve... Moi, je ne savais pas que le petit œilleton était couleur. Pour moi, c'était en version de verre, comme la tête haute. Si c'est couleur, c'est tant mieux, puisque ça va peut-être alerter avec du rouge les pannes, etc. Mais c'est peut-être aussi pour l'affichage du capteur, puisqu'on le Talios, la nacelle de désignation d'objectif fournira aussi des images en couleur, il me semble. Et donc le fait d'avoir cette image sur le viseur permet d'avoir une continuité en couleur. D'accord. Et puis bon, enfin, c'est un sujet, c'est vraiment un sujet passionnant. Quand on va voir les gens de Thales qui expliquent ça, c'est je dis pas qu'on a envie d'en acheter un pour la voiture, mais pourquoi pas un jour. Hein. Vous avez déjà des têtes hautes dans les voitures. Oui. Donc on peut imaginer prochaine que ça étape, vienne. des lunettes. Ouais. Non, il y a je veux connaître le prix d'ailleurs.
Alors, oui, mais ça, ils ne le diront pas, j'ai posé la question. Par contre, des bruits circulent sur le prix des viseurs de casque, qui est un système totalement différent utilisé chez les Américains sur le F-35, où on parle de 600 000 € pour un casque. Mais on est dans des prix stratosphériques, ce n'est pas du tout le cas du système Scorpion, là, dont on parle pour le Rafale. Mais ça montre aussi une approche différente de la part de l'électronicien français, c'est-à-dire qu'on fait un système moins complexe, moins peut-être inutilement sophistiqué, plus facile à gérer, à intégrer dans l'avion et à utiliser. Et au final, plus intéressant. Toi, chez Thales, quand tu as essayé ça, tu as trouvé ça complexe, non? Non, pas du tout. Au contraire, c'est très intuitif. C'est très intuitif, ouais. Tu enfiles, c'est fixé sur le casque galet habituel. Donc tu mets ton casque galet, tu as cette lentille qui se met devant à quelques centimètres de l'œil, cet écran. Mais c'est collimaté à l'infini, donc tu ne vois absolument aucune différence avec ou sans la lentille. C'est totalement transparent en jeu de mots. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le système de positionnement, parce qu'effectivement, toute la complexité de ces équipements, c'est de savoir où regarde le pilote précisément. Donc il faut référencer le casque dans l'espace par rapport à quelque chose de fixe. Et en l'occurrence, quelque chose de fixe sont des pastilles qui sont fixées sur la verrière, à l'intérieur de la verrière, qui sont filmées par une micro-caméra. Et donc le casque sait en permanence où il se situe par rapport à l'avion et il sait où regarde le pilote, ce qui permet effectivement de balader des pointeurs et des choses comme ça. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que le système, le casque est hybridé avec ces mires et un système inertiel, et l'un et l'autre peuvent prendre le relais. C'est-à-dire que pour une raison X ou Y, les mires décrochent, le système inertiel prend le relais pendant quelques secondes et voilà. Et après, il va se recaler sur les mires tout seul. Donc ça garantit une précision de la visée qui est absolument phénoménale. Voilà. À rajouter dans la liste des thématiques de Jump Seat, le high-tech. Avec un VDC sur la table, voilà. Avec un viseur de casque, oui. Voilà, donc les fabricants, envoyez-nous un viseur de casque pour qu'on le mette sur le plateau. Un dernier mot quand même aussi, parce qu'il faut le dire quand ça marche bien, c'est un viseur de casque qui équipe pas mal de forces aériennes ou qui va en équiper, et notamment aux États-Unis. Ça s'explique par le fait que le Thales a débuté avec ce produit en rachetant une société américaine qui s'appelle Visionix, je crois, qui était spécialisé dans ces systèmes dans le consumer, ce qu'on appelle le consumer, c'est-à-dire des applications civiles. Ça leur donne un pied aux États-Unis. Et donc après, ça s'exporte la technologie, là. Ouais. Et ça s'exporte bien, oui. Le Thales a sorti les premiers viseurs de casque destinés au F-16 de l'US Air Force. Ce sont des équipements qui sont déjà en service aussi sur les A-10 et d'autres avions. Donc, mais quand on parle de remplacement du viseur de casque actuel des F-16 par le Scorpion de Thales, c'est quand même énorme. On parle de quelques centaines ou peut-être même milliers d'équipements. Avant de terminer Point Fixe et l'émission, Antoine, à l'école, les viseurs, non, ça c'est pas... Non, non, à la limite, ce qu'on va plus pousser, c'est chez Garmin, ça s'appelle le Synthetic Vision, qui est en fait une reproduction virtuelle du décor dans l'horizon artificiel. C'est-à-dire qu'on peut avoir la piste, par exemple, qui s'affiche dedans, des obstacles, ou voire même les trafics. Mais ça reste pas aussi évolué que ce qu'on peut trouver dans l'armée, quoi. Il y avait juste une dernière petite question du chat. Frankie Fox 3 qui demandait quelle était la différence entre la version terrestre et marine du Rafale. Voilà. La différence entre les deux chasseurs entre le système d'armes est exactement le même. Ouais. Tous les avions de l'armée de l'air et de la marine sont au standard F3R actuellement. Donc au sein de l'escadron de transformation Rafale, on avait des Rafale marines qui nous étaient prêtés en compensation de la formation des jeunes marins sur Rafale et donc qui volaient sur nos biplaces. Les marins nous avaient prêté des Rafale marines. Et bien du coup, un instructeur armée de l'air qui avait subi le briefing Rafale marine pouvait très bien voler sur un avion de la marine. Voilà. C'est juste donc, la crosse en fait. Alors, il y a effectivement des systèmes qui sont prévus pour apponter ou être catapultés. C'est la crosse d'appontage qu'on peut monter et descendre, ce qui n'est pas le cas sur un Rafale de version R, où c'est qu'un moyen de secours qu'on va déployer, donc faire tomber la crosse pour engager un brin dans le but de faire une accélération à arrêt quand la piste est trop courte pour pouvoir s'arrêter avant la fin de piste en fonction de nos charges. Ensuite, le Rafale Marine a un train à l'avant renforcé et les trains principaux renforcés pour encaisser le choc à l'appontage. Voilà.
et forcément le catapultage. Mais il a aussi la capacité de vidanger l'intégralité de son fuel, le Rafale Marine, ce qui n'est pas le cas du Rafale Air, pour des questions de poids à l'appontage, c'est tout. Donc pas grand-chose en plus. En système d'armes, vous avez l'alignement sur un mobile, avec une petite antenne au sommet de la dérive qui permet d'aligner la centrale de l'avion sur la centrale du porte-avions, mais dont nous, on n'a pas nécessité dans l'armée de l'air. Et je crois que c'est à peu près tout. Il a forcément la nacelle de ravitaillement en vol pour les versions Nounou, donc une platine supplémentaire sur le côté droit où on peut déployer... mais dans l'armée de l'air, on n'en avait pas du tout l'utilité. Donc pour nous, c'était un vecteur comme un autre. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Super. Merci pour la réponse. D'autres questions? On va regrouper pour terminer avec Fred. Donc aujourd'hui F3R, demain F4, F5 aussi, F6. Bien sûr, F5, F6, oui. Et ça va s'arrêter quand? Mais c'est ça la force du Rafale aussi. Il y a l'avion et puis effectivement il y a tous ces F qui se succèdent et qui montrent que la France investit sur l'avion. Il y a une feuille de route qui est claire et ça joue énormément dans le choix des pays clients, de savoir que tous les 5 ans, il y a un nouveau standard qui est mis en route, qui a vraiment un suivi de l'avion, que l'avion évolue, se modernise, mûrit. Mais qui restera bien français? Ça, c'est autre chose, puisqu'on peut, les clients export peuvent choisir leurs armements. On a vu qu'ils pouvaient choisir aussi, dans une certaine mesure, les capteurs qu'ils emportent. Mais oui, essentiellement, c'est ça l'intérêt, bien sûr, c'est qu'ils soient français et qu'on ne soit pas dépendant du bon vouloir des Américains, bien sûr, pour l'exportation. Alors, on nous demande sur le chat saucisse. Bon. Quel saucisson? Ça on a parlé de saucisson. On a saucisse 82 qui nous demande où situer le Rafale justement par rapport à la concurrence, notamment le Typhon. Non mais c'est pas toi le Typhon. Ouais, le Typhon, les marionnettes. On est à où Lyon, il se situe? Je crois, enfin, Marty, tu pourras en dire aussi un mot, mais je crois que ce sont quand même 2 avions très différents à la base. Hein. Le Typhoon était né comme un avion, comme un intercepteur. C'est un avion puissant, aérodynamiquement qui est taillé pour des interceptions à grande vitesse, pour manœuvrer à grande vitesse. La position des canards, il suffit de regarder ça, c'est très très parlant. Les canards sont très éloignés de la voilure. Typiquement pour pouvoir manœuvrer à grande vitesse. Le Rafale a une vision très différente des choses. C'est un avion qui a été taillé pour la polyvalence dès le départ, qui a été taillé pour être embarqué sur porte-avions, qui a été taillé pour la manœuvrabilité à basse vitesse aussi, pour ces questions de porte-avions, d'embarquement. Le Typhon monte à Mach 2 sur le papier. Le Typhoon monte à Mach 2. Le Typhone monte à Mach 2 sur... puisqu'on dit comme ça en Italie. Hein. Le Typhoon monte à Mach 2, le Rafale est limité à 1,8, c'est ça? 1,6. 1,6, pardon. Ouais. Et ainsi de suite, il y a quand même des différences de philosophie, je dirais, pour employer les grands mots. Très rapidement, Antoine, il y a une autre question. Quelqu'un apporte une précision sur le Rafale M. Merci beaucoup, justement. Fred. Oui, il disait que le Rafale M avait aussi le nez un poil plus court que le C ou B, SLE/B, pour mieux voir le pont. Incidence très élevée en finale. Non, je pense pas, non. Non. Bah, du coup, en tout cas, j'ai jamais modifié mon siège pour voir plus ou moins la hauteur du siège pour voir plus ou moins. Ça me paraît très étrange cette remarque. Non, je pense qu'au contraire, je pense qu'au contraire, le Rafale a été dessiné avec ce nez spécifiquement pour répondre aux besoins de l'aéronaval. On se présente à 16 degrés d'incidence et ça permet, sans bouger la hauteur du siège, de voir le point d'aboutissement. Donc, quand on voit le Rafale A démonstrateur qui avait un nez beaucoup plus long, on voit effectivement le travail qui a été fait sur le nez pour donner cette capacité d'appontage qui a été donc aussi mise à profit sur les avions de l'armée de l'air. Oui. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jump Seat, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.